Sa sœur n'est qu'une mère célibataire pitoyable, dit le fiancé de ma sœur dans le microphone. Ma mère, assise à 3 sièges de là, rit si fort que son champagne faillit se renverser. 200 invités suivirent son exemple. Les lustres en cristal captaient chaque visage souriant, chaque verre incliné, chaque personne qui pensait que ma vie était la chute d'un toast de mariage. J'étais assise à la table 12, la table où l'on vous place quand on aurait préféré que vous ne veniez pas. Et je ne bougeais pas. Mes mains restèrent à plat sur le linge de table. Ma respiration resta régulière. Mais sous la table, le poing de mon fils de 12 ans était si serré que ses phalanges étaient devenues blanches. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ni ma mère, ni Derek, ni personne dans cette salle de bal, c'est que mon fils gardait un secret depuis 3 semaines et qu'il était sur le point de le partager avec chacun d'eux. Je suis Fiona. J'avais 34 ans et voici l'histoire du mariage de ma sœur, celui qui n'a jamais vraiment eu lieu. Maintenant, laissez-moi vous ramener 6 mois en arrière, à l'appel téléphonique qui a tout déclenché. L'appel arriva un mardi après-midi. J'étais à mi-chemin d'une refonte de logo pour un client brasseur à New Haven lorsque le nom de Brooke s'illumina sur mon téléphone. J'ai failli le laisser sonner. Ma sœur et moi nous parlions peut-être une fois par mois, des conversations courtes et polies qui ne disaient jamais rien de vrai. « Je suis fiancée », cria-t-elle avant que je n'aie pu finir de dire bonjour. Je dis « Félicitations ». Je le pensais sincèrement. Quoi qu'il se fût passé entre nous au fil des ans, je voulais toujours qu'elle soit heureuse. Il s'appelle Derek Mercer. Il est dans le développement immobilier. Maman l'adore déjà. Elle marqua une pause. Maman dit que tu dois venir au dîner de fiançailles. Pas d'excuses cette fois. Pas un « je veux que tu sois là ». Pas un « cela signifierait beaucoup ». Maman dit que tu dois venir. C'était la famille Henderson en 4 mots. Ma mère, Judith Henderson, avait passé 30 ans à perfectionner l'art de la comparaison. Brooke était la fille qui avait la beauté, le poste de coordinatrice d'événements dans une chaîne d'hôtels de luxe, le cercle social de Greenwich. J'étais la fille qui avait divorcé à 26 ans, emménagé dans un appartement de 2 chambres à Hartford et bâti une entreprise de conception graphique indépendante à partir d'un bureau d'occasion. Mes murs étaient couverts de travaux que j'avais conçus pour des clients à travers le Connecticut. Propres, précis, presque primés. Judith n'avait jamais demandé à en voir un seul. Cette nuit-là, après qu'Ethan fût allé se coucher, je fis défiler le chat de groupe familial. Brooke avait envoyé une photo de la bague. Un certi Tiffany d'au moins 2 carats et demi. Le genre de bague qui en dit long avant même que celle qui la porte n'ouvre la bouche. La réponse de ma mère se trouvait en bas du fil de discussion. Enfin, l'une de mes filles a fait quelque chose de bien. Je la lus 2 fois. Puis je fermai l'application et retournai à mon logo de brasserie. Certains messages n'ont pas besoin de réponse. Ils ont juste besoin d'être retenus. Je rencontrai Derek Mercer pour la première fois chez ma mère à Greenwich, une maison de style néocolonial qu'elle avait achetée avec l'argent de son divorce, le genre d'endroit avec un hall d'entrée en marbre et des pivoines fraîches sur chaque surface. Une bougie diptyque brûlait dans le salon comme si la maison elle-même avait besoin d'un parfum bien à elle. Derek arriva 10 minutes après nous. Veste de sport Brunello Cucinelli, pantalon slim, chaussures Richelieu polies à la perfection. Il me serra la main fermement et soutint mon regard juste assez longtemps pour que cela paraisse calculé. Mais ce que je remarquai d'abord, ce fut autre chose. La façon dont il balayait la pièce du regard avant de saluer qui que ce soit. L'art sur les murs, les meubles, la superficie. Il se dirigea directement vers ma mère. « Madame Henderson, cette maison a plus de caractère que la moitié des biens que j'ai vendus cette année. » Il désigna une aquarelle au-dessus de la cheminée. « Est-ce un Martin Johnson Head ?» La lumière est extraordinaire. Judith rayonnait pratiquement. Elle lui toucha le bras et se lança dans le récit de son acquisition lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's. Je regardais Derek hocher la tête au bon moment, poser les bonnes questions de suivi, imiter sa posture comme un homme qui avait étudié le manuel.
Quand il se tourna enfin vers moi, la chaleur diminua d'exactement 1 degré. Fiona, ravie de vous rencontrer enfin. Il me serra la main, mais ne la retint pas. Quand Ethan s'avança et dit « Enchanté, monsieur ». Derek lui fit un rapide signe de tête, sans poignée de main, sans contact visuel, et se retourna vers Brooke. Brooke était radieuse, sincèrement, indubitablement heureuse. Elle tenait le bras de Derek comme s'il était la réponse à une question qu'elle s'était posée toute sa vie. Pendant le dîner, je vis Derek vérifier son téléphone sous la table. L'écran s'illumina avec un nom, V, et un emoji cœur. Il le fit disparaître en une demi-seconde. Je me dis que ce n'était rien. Sur le chemin du retour, Ethan fut silencieux pendant les 10 premières minutes. C'était inhabituel. Mon fils était le genre de garçon de 12 ans qui avait des opinions sur tout. Algorithmes, romans graphiques, l'intégrité structurelle des ponts. Le silence d'Ethan signifiait que quelque chose se tramait dans son esprit. « Maman », dit-il finalement, les yeux fixés sur les phares de l'I-95 à travers la vitre passager. « Pourquoi grand-mère ne te demande-t-elle jamais ce que tu fais ?» Je gardais les yeux sur la route. Elle a beaucoup de choses à gérer, mon grand. Elle a demandé à Derek ce qu'il faisait comme travail 3 fois. Elle ne t'a pas posé la question une seule fois. Je n'avais pas de réponse qui aurait eu du sens pour lui. La vérité, à savoir que ma mère ne m'avait jamais pardonné mon divorce, n'était pas quelque chose que je voulais révéler à un enfant de 12 ans. Tyler et moi nous étions séparés quand Ethan avait 4 ans. Tyler couchait avec une collègue depuis 6 mois. Je l'avais découvert grâce à un relevé de carte de crédit, un hôtel à Mystique, un week-end. Il m'avait dit qu'il était à une conférence. Une trahison nette, simple, vérifiable. J'avais déposé la demande de divorce. Il avait signé. Il avait déménagé en Oregon et appelait Ethan 1 fois par mois, puis 1 fois par trimestre, puis plus du tout. La réponse de Judith. « Tu l'as repoussé, Fiona. Les hommes comme Tyler ne partent pas comme ça. » J'avais cessé d'essayer d'obtenir l'approbation de ma mère l'année de mes 30 ans. Certaines dettes ne valaient pas la peine d'être recouvrées, mais je m'étais reconstruite. J'avais une liste de clients qui payaient les factures. Ethan était en bonne santé, curieux, et obtenait d'excellentes notes. Notre appartement était petit, mais il était à nous. Chaque lampe choisie, chaque tableau accroché, chaque mètre carré gagné. Je conduisais une Honda Civic de 2019, entièrement payée. Rien de fantaisiste, rien que je ne doive à personne. « Je ne lui fais pas confiance, maman », dit Ethan, alors que nous entrions dans notre parking. « Derek, il sourit trop. » J'ai failli rire. « Ce n'est pas un crime, Ethan. »« Non, » dit-il. « Mais c'est un signe révélateur. » 4 mois avant le mariage, Brooke m'appela pour me proposer un rôle. « Je veux que tu sois demoiselle d'honneur, » dit-elle. Et pendant un instant, je sentis quelque chose de chaud s'ouvrir dans ma poitrine. Cela dura 12 heures. Le lendemain matin, Judith appela. J'ai parlé avec Brooke. Nous avons décidé que le cortège nuptial avait besoin d'une certaine cohésion. Tu feras une lecture pendant la cérémonie à la place. Un poème, quelque chose de bon goût. Une lecture. C'est un rôle important. Fiona ne rend pas les choses difficiles. Cohésion. C'était le mot qu'elle avait utilisé. Ce qu'elle voulait dire, c'est que les demoiselles d'honneur seraient photographiées et que je ne rentrais pas dans le cadre. J'étais donc exclue du cortège nuptial. Pas d'essayage de robe, pas d'invitation à la fête prénuptiale. Juste un poème à lire depuis une place à la table où il me placerait. Je ne discutais pas. J'avais passé suffisamment d'années à apprendre que discuter avec Judith était comme discuter avec la météo. Épuisant et inutile. Ce qui attira mon attention, ce fut le lieu. Derek avait choisi le Lockwood Estate, une propriété de charme en dehors de Litchfield, avec des pelouses ondulantes, des terrasses en pierre et une salle de bal pouvant accueillir 200 invités. L'acompte s'élevait à 85 000 $ à lui seul et Derek avait insisté pour signer le contrat lui-même. « Laisse-moi m'en occuper », avait-il dit à Brooke. Un homme s'occupe de ses choses. Judith avait adoré ça. Elle rédigeait les chèques de plus de 200 000 $ depuis son compte personnel.
Mais le nom de Derek figurait sur l'accord du lieu. Personne ne l'avait remis en question. Un soir, j'entendis Brooke au téléphone. Derek dit qu'un contrat de mariage ruinerait la confiance entre nous. Il dit « Si je l'aime vraiment, je n'aurai pas besoin d'un filet de sécurité. » Je me tenais dans le couloir de la maison de ma mère et sentis toutes les alarmes de mon corps se déclencher en même temps. L'homme qui insistait pour gérer l'argent était le même homme qui refusait que quiconque regarde le sien. J'avais essayé une fois, une seule conversation. C'était tout ce que je demandais. J'avais trouvé Brooke seul dans un café à Stamford. Un terrain neutre, sans Judith, sans Derek. J'avais fait simple. As-tu examiné les finances de Derek? Un contrat de mariage n'est pas un manque de confiance. Cela vous protège tous les deux. Le visage de Brooke se crispa avant même que je n'aie fini ma phrase. Tu es jalouse? Dit-elle comme si elle avait attendu le moment de le dire. Tu n'as pas pu garder un mari, alors tu ne veux pas que j'en ai un. Brooke, ce n'est pas... Garde ça pour toi, Fiona. Je sais exactement ce que c'est. Elle laissa son latte intact sur la table et sortit. Je restai assise là pendant 10 minutes, à regarder la mousse se dissoudre dans le néant. Cette nuit-là, Judith appela. Sa voix avait le calme chirurgical qu'elle utilisait quand elle voulait blesser, sans laisser de traces. Brooke m'a dit ce que tu as dit. Si tu sabotes ce mariage, Fiona, tu ne seras plus la bienvenue dans cette famille. Pas de Thanksgiving, pas de Noël, rien. Elle marqua une pause. Tu me comprends? Maman, je pense qu'il y a des choses concernant Derek que Brooke doit... Je ne veux rien entendre. C'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ta sœur, et je ne te laisserai pas tout gâcher parce que tu es amère à cause de tes propres choix. Elle raccrocha. Je m'assis dans mon appartement, mon petit appartement propre et payé, et regardais les 2 écrans sur mon bureau qui brillaient du travail pour mes clients, les murs couverts de designs dont j'étais fière, la preuve silencieuse d'une vie que j'avais construite à partir des décombres d'une autre qui s'était effondrée. Puis je pris mon téléphone et appelai Rachel Whitmore. « Ra, dis-je, si je voulais enquêter sur le passé de quelqu'un, hypothétiquement, comment ferais-je » Rachel ne perdit pas une seconde. « Hypothétiquement, tu appellerais ta meilleure amie qui se trouve être avocate spécialisée en droit de la famille, ce que tu viens de faire. » 2 mois avant le mariage, il y eut un brunch familial au Meadow Ridge Country Club. Le genre d'endroit où les nappes étaient si embzées qu'elles tenaient debout, toutes seules. Et les mimosas coûtaient 18$ le verre. Derek était en pleine forme ce matin-là. Il venait de raconter une histoire sur la conclusion d'une affaire à Westport quand il se tourna vers moi avec un sourire tout en dents, sans aucune chaleur. « Alors, Fiona, tu fais toujours tes petites choses artistiques depuis la maison. Ça doit être... » Il pencha la tête. « Douillet. » Avant que je puisse répondre, Judith rit, un rire rapide, comme un essai. « Derek, ne sois pas méchant. Elle fait de son mieux. Tout le monde n'est pas fait pour le monde réel. » Brooke baissa les yeux vers son téléphone. Elle regardait toujours son téléphone. Derek n'avait pas fini. Il se tourna vers Ethan, qui mangeait tranquillement son pain perdu, et baissa la voix avec cette chaleur exagérée que les adultes utilisent avec les tout-petits. « Et voici l'homme de la maison, n'est-ce pas ?» Ethan posa sa fourchette. « J'ai 12 ans, monsieur. » Voix neutre, contact visuel direct. Derek cligna des yeux une seule fois, puis s'en amusa et revint à son histoire de Westport. 15 minutes plus tard, Derek s'excusa pour aller aux toilettes et laissa son téléphone face visible sur la table. Il vibra une fois, puis de nouveau. La notification de l'écran de verrouillage était visible pour quiconque était assis à moins de 0,9 mètres. « V, tu me manques. Quand viens-tu en ville ?» J'étais de l'autre côté de la table. Je ne l'ai pas vu. Ethan. Oui. Il était juste là, à un siège de distance, et il lut chaque mot sur cet écran avant qu'il ne s'éteigne. Il ne dit rien. Il reprit sa fourchette, retourna à son pain perdu et l'enregistra dans son esprit calme et calculateur. Je ne l'apprendrai que 2 semaines plus tard.
La fête prénuptiale eut lieu un samedi de mars. Je l'ai découverte par hasard. Elle était déjà en cours quand je l'ai remarquée. La story Instagram de Brooke. 30 femmes dans un spa à Greenwich. Une pyramide de coupes de champagne captant la lumière de l'après-midi. Des peignoirs assortis. Quelqu'un tenait une pancarte sur laquelle on lisait « Future Madame Mercer ». Ma mère était au premier plan de chaque image, le bras autour de Brooke, rayonnante comme une femme qui aurait enfin eu la fille qu'elle avait commandée. La légende, ma magnifique fille et sa tribu, si fière. Fille, au singulier. Je n'étais pas en colère. J'étais au-delà de la colère. La colère, c'était 3 sorties plus tôt, sur une autoroute que j'empruntais depuis toujours. Ce que je ressentais, c'était une clarté froide et nette. Le genre qui vient quand on cesse enfin d'attendre quoi que ce soit, de personnes qui n'allaient jamais le donner. Puis, l'email arriva. Une notification de débit. 3 200 $ à un spa de jour de Greenwich, débité sur une carte de crédit à mon nom. Une ancienne carte d'utilisateur autorisée datant de l'université que j'avais oublié de retirer. Judith y avait mis toute la fête prénuptiale. Je l'appelais. « Maman, il y a un débit de 3 200 $ sur ma carte. Considère ça comme ta contribution puisque tu n'as pas daigné y assister. Je n'ai pas été invitée. » Une pause, puis « Ne commence pas, Fiona. » Je raccrochais. J'appelais la banque, me retirais en tant qu'utilisateur autorisé et contestais le débit. Cela fut résolu en 11 jours. Mais le coût de l'appel n'était pas financier. Cette nuit-là, je m'assis à mon bureau, le travail pour mes clients ouvert sur les 2 écrans, et appelais Rachel. « Quelque chose ne va vraiment pas dans cette dynamique familiale, » lui dis-je. « Héra, je crois que quelque chose ne va pas non plus avec Derek. » « La vérification des antécédents est déjà en cours, » dit-elle. « Donne-moi une semaine. » L'essayage du smoking était l'idée de Brooke. Elle voulait qu'Ethan soit un garçon d'honneur junior, l'un des rares gestes généreux qui semblaient réellement venir d'elle, et non de Judith. Alors, je conduisis Ethan chez le tailleur à Darien un jeudi après-midi, son sac à dos d'école toujours en bandoulière. Derek arriva 25 minutes en retard avec 3 garçons d'honneur et le genre d'énergie qui remplit une pièce en repoussant tout le monde sur les côtés. Il vit Ethan debout sur la plateforme d'essayage dans un gilet junior et se tourna vers son meilleur ami, Todd, avec un sourire narquois. Il le dit juste assez fort. Pas un murmure, un commentaire de scène, le genre conçu pour être entendu. Brooke a insisté pour l'inclure. Tu sais, le gamin sans père a besoin d'un modèle masculin quelque part. Todd rit. Les autres garçons d'honneur eurent des sourires tendus et incertains. Le tailleur garda les yeux sur son maître ruban. Ethan ne bougea pas. Son reflet dans le miroir à 3 pans le fixait. Un garçon de 12 ans dans un gilet à moitié ajusté, le visage rougissant depuis le col. J'avais été dans la salle d'attente. J'entrais juste à temps pour voir l'expression de mon fils, cette immobilité de la mâchoire serrée. Cela signifiait qu'il retenait quelque chose à 2 mains. « Il s'appelle Ethan », dis-je. Ma voix était égale, mais mes mains tremblaient dans les poches de mon manteau. Et il a tout ce dont il a besoin. Derek leva les 2 paumes. « Détends-toi, Fiona. Juste une conversation entre hommes. » Je soutins son regard pendant 3 secondes. Il détourna le regard le premier. Sur le chemin du retour, Ethan resta silencieux jusqu'à ce que nous atteignions la Merritt Parkway. Puis, doucement. « Maman, j'ai vu quelque chose sur le téléphone de Derek au brunch. Des messages de quelqu'un nommé V. » Il marqua une pause. Ce n'étaient pas des messages normaux. Mon estomac se serra. « Que veux-tu dire ? » « Je te raconterai tout quand nous serons à la maison. » Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même table où Ethan faisait ses devoirs chaque soir, où j'étalais mes épreuves de conception, où nous mangions du thaï à emporter le vendredi. Cette table ordinaire devint l'endroit où tout bascula. Au brunch, raconta Ethan, quand Derek était allé aux toilettes, son téléphone n'avait cessé de vibrer. Les messages étaient là, sur l'écran de verrouillage, d'une personne nommée V. Que disait-il ?
Il sortit son propre téléphone et ouvrit l'application Notes. Il avait tout tapé de mémoire cette même nuit, mot pour mot, comme un enfant qui code en Python se souvient de la syntaxe. V avait dit « J'ai hâte que ce cirque soit terminé ». Derek avait répondu « 3 ans maximum et je suis tranquille ». Et V avait dit « Tiens bon jusqu'au mariage, mon amour ». Je restais assise. Le robinet de la cuisine goûtait. Le réfrigérateur ronronnait. Je ne voulais pas causer de problème, maman. Sa voix était faible, mais après ce qu'il avait dit à mon sujet aujourd'hui lors de l'essayage, « Ethan », dis-je en tendant la main à travers la table pour tenir la sienne. « Tu as bien fait de me le dire. » Il hocha la tête. Je pouvais voir le soulagement se relâcher dans ses épaules, le poids de porter le secret de quelqu'un d'autre pendant 2 semaines. Enfin levé. Je passais cette nuit-là éveillée, retournant la même question encore et encore. Si j'en parlais à Brooke, elle me traiterait de jalouse. Si j'en parlais à Judith, elle me traiterait de saboteuse. Si je gardais le silence, ma sœur épouserait un homme qui avait qualifié leur mariage de cirque et lui avait donné une date d'expiration. Le lendemain matin, j'appelai Rachel. « J'ai besoin que tu fasses cette vérification des antécédents maintenant. Dossier public complet, rapport de crédit, si tu peux l'obtenir par un courtier, en données légitimes, tout ce qui est légal, tout ce qui est documenté. »« Donne-moi 1 semaine, dit-elle. Et Fiona, si ce que ton fils a vu est réel, il ne s'agit plus seulement de ta sœur. » Le dîner de répétition eut lieu dans une salle à manger privée à la Maison Lauron, un restaurant français à Greenwich, où le menu dégustation coûtait 180 $ par personne. Et la carte des vins était plus épaisse que la plupart des romans. 40 invités, tous du cercle intime, verre en cristal, lumière des bougies, le doux murmure de personnes qui savaient comment afficher leur richesse à table. Derek se leva pour porter un toast. Il tenait son verre de Bourgogne comme un accessoire dans un one-man show. « À la famille », dit-il, laissant les mots s'installer. « Ceux qui sont présents. » Ses yeux trouvèrent les miens à travers la table. Qui, eh bien, font de leur mieux. Des rires polis. Judith leva son verre. Brooke serra le bras de Derek. Je gardai une expression neutre. Ethan, assis à côté de moi, coupa son filet sans lever les yeux. À mi-chemin du dessert, Derek sortit avec 3 garçons d'honneur pour fumer des cigares. Il laissa son téléphone sur la nappe blanche, face contre table, juste à côté de son verre d'eau. Il commença à vibrer presque immédiatement, 3 fois de suite. La vibration était assez forte pour faire tourner les têtes. Ethan me jeta un coup d'œil. Je parlais à une tante que je connaissais à peine. Personne ne le regardait. Il tendit la main, inclina le téléphone juste assez pour voir l'écran de verrouillage. Notification après notification de V. Le texte d'aperçu complet était visible. « J'ai hâte que ce cirque soit terminé. Tu sais que c'est moi que tu retrouves à la maison. 3 ans maximum, n'est-ce pas ?» Ethan sortit son propre téléphone de la poche de sa veste. 4 photos, nettes, précises, horodatées. Le nom du contact, le texte d'aperçu, l'heure, tout était capturé dans la lueur des bougies du restaurant. Puis il remit le téléphone de Derek exactement là où il avait été. Même angle, même position. Derek revint 5 minutes plus tard, sentant la fumée de cigare et l'autosatisfaction. Il ramassa son téléphone sans un second regard. Mon fils de 12 ans était la seule personne à cette table à prêter attention à la vérité. Le matin après le dîner de répétition, ma mère me convoqua à Greenwich. Elle m'attendait dans le salon. Un espresso dans une tasse Hermès. Un bracelet Love Cartier captant la lumière de la baie vitrée. Sa posture était si droite qu'elle semblait architecturale. Tout chez Judith Anderson était soigneusement orchestré, même la façon dont elle proférait des menaces. « Je sais que tu as des opinions sur Derek, » dit-elle avant que j'aie retiré mon manteau. « Tu les garderas pour toi demain. C'est le jour de Brooke. » « Maman, je pense qu'il y a des choses sur Derek que Brooke doit savoir avant qu'elle... » « Comme quoi ?» Judith posa la tasse. « Qu'il est trop bien pour cette famille. Qu'un homme avec sa carrière et son charme a choisi ta sœur. Si quoi que ce soit, Fiona,
Cela devrait te donner de l'espoir. Ce n'est pas ce que je dis. Alors, que dis-tu? Parce que de mon point de vue, cela ressemble exactement à ce que tu fais toujours. Trouver un moyen de faire du bonheur de Brooke une question de ton malheur. Elle se leva et lissa sa blouse en soie. Soyons clairs, si tu causes le moindre drame à ce mariage, le moindre, tu es exclu. Pas de Thanksgiving, pas de Noël, pas d'appel. Je ne te laisserai pas embarrasser cette famille à nouveau. Encore, comme si toute mon existence n'avait été qu'une longue suite d'embarras. Je partis sans répondre. Il n'y avait rien à dire à une femme qui avait déjà rendu son verdict avant d'entendre l'affaire. Dans la voiture, je restai assise, le moteur coupé, pendant 1 minute entière. Puis mon téléphone sonna. Un courriel de Rachel Whitmore. Objet. Résultat de l'enquête d'antécédents. Derek Mercer. Le corps du courriel tenait en 3 mots. Appelle-moi maintenant. J'appelai. Et ce que Rachel me raconta au cours des 12 minutes suivantes changea tout. Mais cette conversation méritait son propre chapitre. Rachel n'adoucit rien. Elle ne le faisait jamais. C'était ce que j'aimais le plus chez elle. Derek Mercer a actuellement 187 000 $ de dettes personnelles, dit-elle. Des prêts étudiants, 3 cartes de crédit au plafond et un prêt personnel d'un prêteur privé à 19% d'intérêt. Je garai la voiture sur le bas-côté de la route. Son emploi chez Whitfield & Partners a pris fin il y a 4 mois. Il a été licencié, et non mis à pied, licencié pour ce que leur dossier RH décrit comme une fausse déclaration substantielle concernant les comptes d'investissement des clients. Il a dit à Brooke qu'il était associé principal là-bas. Il n'y a pas d'associé principal nommé Derek Mercer. Il n'y en a pas eu depuis 4 mois. Et cette entreprise dont il ne cesse de parler, Mercer Property Group, je l'ai vérifiée. C'est une SARL enregistrée avec 0 employé, 0 revenu et une adresse postale qui remonte à un magasin UPS à Stamford. Je pressai mon front contre le volant. Il n'épouse pas ta sœur par amour, Fiona. La voix de Rachel était calme, clinique, comme elle le devenait lorsqu'elle montait un dossier. Il l'épouse pour son bilan financier. Si je montre ça à Brooke, elle ne me croira pas. Judith dira que j'ai tout inventé. Tu n'auras rien à inventer. Tout cela est du domaine public. La vérification d'emploi, les dépôts de SARL, le rapport de crédit via un courtier en données de consommation agréé. Mes numéros de barreau sur chaque page. N'importe qui peut le vérifier. Alors, j'ai besoin que ce soit imprimé. Tout est déjà prêt pour ce soir. Je te le dépose dans l'heure. Je restais assise dans ma voiture sur le bas-côté de la route principale et regardais le trafic passer. J'avais la preuve. Des captures d'écran d'Ethan, un rapport d'enquête d'un avocat agréé, 2 sources distinctes, 2 moments distincts, pointant du doigt le même homme. Ce que je n'avais pas, c'était une famille prête à écouter. Le matin du mariage, je me tins devant le miroir de ma salle de bain et pris une décision. J'enfilai une robe portefeuille bleu marine, sans marque, juste une coupe nette qui me seyait bien, et attachai mes cheveux en arrière avec une simple pince. Ethan portait son costume sombre de l'essayage, celui que le commentaire de Derek avait entaché. Il se tenait devant le miroir du couloir, nouait sa cravate, la langue entre les dents, concentré, et quelque chose se serra dans ma poitrine. « Prêt ?» demandai-je. « Prêt. » Je glissai un dossier en papier craft dans ma pochette. Le rapport de Rachel, 12 pages, en tête, numéro de barreau, tamponné de la date. Je me disais, seulement si c'est absolument nécessaire, seulement s'il n'y a pas d'autre moyen. Ethan tapota la poche de sa veste. J'ai les captures d'écran, maman, juste au cas où. Nous ne sommes pas là pour faire une scène, Ethan. Nous sommes là pour ta tante. Il me regarda, calme, sérieux, plus âgé que ses 12 ans. Je sais, mais quelqu'un devrait aussi être là pour la vérité. Le domaine Lockwood était tout ce que Judith avait désiré. Des terrasses en pierre enveloppées de rosiers grimpants,
Un quatuor à cordes jouant Pachelbel dans le jardin, 200 chaises drapées de soie ivoire face à une arche fleurie. Du cristal partout, captant la lumière, la renvoyant, faisant scintiller l'endroit comme quelque chose sorti d'un catalogue. Je vis Derek près de l'entrée principale, accueillant les invités avec l'aisance exercée d'un homme qui avait répété chaque poignée de main. Il me repéra et me fit un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Contente que tu aies pu venir, Fiona. J'adore le look discret. » Je passais devant lui sans répondre. À l'intérieur de la salle de bal, je trouvais nos marque-places. Table 12, coin arrière, près de l'entrée de service. La table où l'on vous place quand votre nom est sur la liste, mais que votre présence est facultative. Ethan ramassa sa carte et lut le numéro. « Table 12, dit-il. C'est la table des gens qu'ils auraient préféré ne pas voir. Alors, me voilà. Table 12. Pochette avec une enquête d'antécédents à l'intérieur, mon fils de 12 ans assis à côté de moi avec des captures d'écran sur son téléphone. Et aucun de nous n'avait l'intention d'utiliser quoi que ce soit. J'étais venue à ce mariage entièrement préparée à garder le silence et à laisser Brooke profiter de son jour. Mais ensuite, Derek ouvrit la bouche. La cérémonie fut magnifique. Je lui accorderai cela. Brooke descendit l'allée dans un voile de longueur cathédrale, le bras passé dans celui de Judith, puisque notre père n'était pas là pour les honneurs. Son choix, l'Arizona, une nouvelle épouse, une conscience tranquille. Judith portait de la soie couleur champagne et un sourire si large qu'il aurait pu vendre des diamants. Le quatuor à cordes passa à Debussy. 200 personnes se levèrent. Les téléphones s'élevèrent comme un champ de fleurs de verre. Et Brooke, ma petite sœur, l'enfant prodige, la préférée, semblait sincèrement, bouleversamment belle, sincèrement heureuse. Je regardais son visage et pensais « Et si je me trompais ? Et si Derek l'aimait vraiment ?» L'officiant ouvrit son livre. « Cher bien-aimé », Derek prononça ses vœux sans le moindre accroc. Contact visuel, pause mesurée, un trémolo dans la voix au moment précis. C'était une performance impeccable. La femme 2 rangées devant moi s'essuya les yeux. Judith pressa un mouchoir monogrammé contre sa joue. Les vœux de Brooke étaient différents. Sa voix tremblait, ses mains frémissaient. Elle oublia une phrase, rit d'elle-même et recommença. C'était réel, douloureusement, indubitablement réel. « Oui, je le veux, dit-elle. « Oui, je le veux, dit-il. Je vous déclare maintenant mari et femme. » Ma pochette reposait sur mes genoux, le dossier à l'intérieur intact. La main d'Ethan était posée sur la poche de sa veste. Pourtant, j'avais manqué ma chance. La cérémonie était terminée. Ils étaient de mariés, du moins aux yeux des 200 invités qui étaient déjà debout, applaudissant, pleurant, lançant des pétales de rose. Mais voici ce qu'il en est d'un mariage dans le Connecticut. La cérémonie est du théâtre. La partie légale, le certificat de mariage, la signature de l'officiant, le dépôt au comté qui a lieu après, généralement dans une arrière-salle, discrètement avant la fin de la réception. Le révérend Collins n'avait encore rien signé. Les documents étaient toujours posés sur une petite table dans la salle d'enregistrement. Ils étaient mariés aux yeux de la foule, mais pas aux yeux de la loi. La salle de bal du domaine Lockwood avait été transformée en quelque chose tout droit sorti d'un magazine. Un gâteau à 12 étages avec des fleurs en sucre en cascade, des serviettes monogrammées B et D en feuilles d'or, un menu de cocktails personnalisé imprimé sur du papier cartonné en lin. 200 invités s'installèrent sur leurs chaises, avec le doux murmure de personnes qui croyaient avoir été témoins de l'amour. L'heure des toasts. Puisque notre père n'était pas présent, Judith prit la parole en premier. Elle serra le microphone à 2 mains et prononça un discours qui était à la fois une performance et un éloge funèbre pour la fille qu'elle préférait. « J'ai toujours su qu'une de mes filles trouverait quelqu'un de digne, » dit-elle. Elle laissa l'emphase tomber comme un verre brisé. Quelques invités jetèrent un coup d'œil dans ma direction. Je gardais les yeux fixés sur le centre de table. Puis ce fut le tour de Derek. Il prit le microphone avec l'aisance d'un homme qui avait parlé lors de 100 dîners clients,
sans réunion de présentation, sans salle remplie de personnes qu'il devait convaincre. Je tiens à remercier tous ceux qui sont ici aujourd'hui, dit-il. Même ceux qui, disons que tout le monde dans cette famille ne croyait pas en nous. Il me regarda directement. La salle suivit son regard. Todd, son témoin, se pencha vers un microphone secondaire. Ouais, on a presque dû attribuer un accompagnateur à Fiona, mais elle a amené son gamin à la place. Des rires, forts, roulants, le genre qui rebondit sur le cristal et le marbre. Derek fit semblant de le réprimander. « Allez, Todd, sois gentil. Fiona est... Elle fait de son mieux. » Il marqua une pause, la chronométrant comme un humoriste. C'est juste une mère célibataire pathétique qui essaie de s'en sortir. La salle de bal éclata de rire. 200 personnes se moquaient de moi. Je sentis la chaleur monter de mes clavicules jusqu'à mes tempes. Mes doigts s'aplatirent sur la nappe. Je ne bougeais pas. Je retins mon souffle. Et puis je sentis la chaise d'Ethan reculer. Les rires n'avaient pas encore complètement cessé quand ma mère se leva. Elle tenait toujours sa coupe de champagne, le même verre que pour son toast, à peine touché, plus un accessoire qu'une boisson. Elle avait ce sourire, celui qu'elle arborait quand elle était sur le point de dire quelque chose de dévastateur et de l'appeler affection. « Oh, Derek, ne sois pas trop dur avec elle. » La voix de Judith traversa la salle de bal avec la précision d'une femme qui avait passé 61 ans à apprendre à maîtriser une pièce. Elle est comme un modèle à prix réduit avec une étiquette rayée, toujours sur l'étagère, mais personne n'achète. 200 personnes rirent. Certaines essayèrent de ne pas le faire. La plupart ne s'en soucièrent pas. Je restais parfaitement immobile, mes mains à plat sur la table, mes yeux fixés droit devant. La lumière du lustre se fracturait en 1000 petits couteaux à travers le plafond, et chacun d'eux était dirigé vers la table 12. C'était le moment que ma mère avait préparé toute ma vie. La confirmation publique que j'étais la fille inférieure, livrée à un public assez vaste pour la rendre permanente. Mais elle avait mal calculé une chose. Elle avait oublié le garçon assis à côté de moi. La serviette d'Ethan frappa la table. Sa chaise racla le parquet. Il était debout avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait. Ethan. Je lui attrapai le poignet. « Assieds-toi. » Il me regarda. 12 ans, costume sombre de chez Macy's, une mâchoire serrée comme du béton. « Non, maman. » Il se dégagea et traversa la salle de bal, passant devant la table 11, la table 10, la table 6, devant le gâteau à 12 étages et les serviettes monogrammées et les 200 personnes qui venaient de rire de sa mère. Il marcha jusqu'au devant de la salle, monta sur la petite estrade et prit le microphone de son support. La salle remarqua. Les conversations s'arrêtèrent. Les fourchettes restèrent en l'air. Ethan tapota le micro une fois. Le son éclata à travers les haut-parleurs. Je sais quelque chose sur le marié. La salle de bal devint silencieuse. Tous les regards dans cette pièce se fixèrent sur mon fils. Il se tenait au pupitre, les épaules carrées, le menton haut, la lumière du plafond éclairant les revers de son costume prêt-à-porter. Il paraissait incroyablement petit sur fond d'arches fleuries et de gâteaux à 12 étages, mais sa voix ne trembla pas. 3 semaines plus tôt, lors du dîner de répétition, Ethan avait dit « J'ai vu des messages sur ton téléphone, Derek. » Derek se tenait toujours près de la table d'honneur, son verre de champagne figé dans sa main. Son sourire demeurait, mais quelque chose derrière lui avait changé. Une lueur, comme une ampoule sur le point de griller. « Mon garçon, assieds-toi. » Derek laissa échapper un petit rire. « Ce n'est pas un jeu. » Ethan ne s'assit pas. Des messages de quelqu'un nommé Victoria. Elle a qualifié le mariage de cirque. Tu lui as dit 3 ans maximum. Le murmure commença à l'arrière de la salle et se propagea vers l'avant comme le vent sur l'eau. Les têtes se tournèrent, les verres s'abaissèrent. 200 personnes réévaluèrent l'homme en costume Brunello Cucinelli. Judith se leva d'un bond. « Fiona, maîtrise ton enfant. » J'étais déjà debout. Je m'étais levée au moment où Ethan avait atteint l'estrade.
Non pas pour le retenir, mais pour être proche s'il avait besoin de moi. Je me tenais à 3 mètres derrière lui et je ne l'ai pas rappelé. Derek déplaça son poids. C'est un enfant. Il invente des choses. Il ne sait pas de quoi il parle. Ethan plongea la main dans la poche de sa veste et brandit son téléphone. L'écran brillait d'un blanc bleuté dans la lumière de la salle de bal. J'ai les captures d'écran sur mon téléphone en ce moment même. Un silence de mort. Le genre de silence qui a du poids, qui presse contre les tympans, qui fait que 200 personnes oublient de respirer en même temps. Le sourire de Derek disparut enfin complètement. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, je vis quelque chose de réel traverser son visage. La peur. Je marchais vers l'estrade. Sans hâte, sans drame, juste une mère se tenant à côté de son fils. Je ne pris pas le microphone à Ethan. Je me tins à ses côtés et nous parlâmes dedans ensemble, ma main posée sur son épaule, stable, rassurante, le seul contact physique dont j'avais besoin. Mon fils dit la vérité, dis-je, et j'ai des documents pour le prouver. J'ouvris ma pochette, en sortis la chemise cartonnée de couleur chamois et la brandis pour que les tables du devant puissent voir l'entête de Rachel Whitmore. Propre, professionnelle, indéniable. Derek Mercer a été licencié de Whitfield & Partners il y a 4 mois pour détournement de fonds de clients. Sa société Mercer Property Group est une société écran enregistrée, aucun revenu, aucun employé et une adresse postale dans un magasin UPS à Stamford. Je fis une pause. Il a actuellement 187 000 $ de dettes personnelles. Des allaitements, pas des murmures. Des allaitements. Le genre qui transperce l'atmosphère d'une pièce comme une aiguille à travers la soie. Le visage de Derek perdit 2 teintes. C'est insensé, Brooke. Dis-leur que c'est... Brooke se leva de la table d'honneur. Son voile était toujours épinglé dans ses cheveux. Son bouquet reposait sur la nappe où elle l'avait posé pendant le dîner. Son visage avait la couleur du lin. Derek. Sa voix était à peine un murmure. Est-ce vrai? Elle ment. Derek me montra du doigt. Elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse de toi. Elle a tout inventé. Le rapport a été extrait des registres publics par une avocate agréée. J'ouvris le dossier à la dernière page et le brandis. Son nom est Rachel Whitmore. Son numéro d'avocat est sur chaque page. Vous êtes libre de vérifier. Je n'élevais pas la voix. Je n'en avais pas besoin. Les documents étaient assez éloquents. Brooke contourna la table et tendit la main vers le dossier. Brooke tint la première page à 2 mains. Ses doigts laissèrent de petites marques dans le papier. Elle lut. Et tandis qu'elle lisait, son visage changea, pas d'un coup, mais par couches, comme on voit la glace se fissurer de l'intérieur. Tu m'as dit que Mercer Property Group avait 12 employés. Elle leva les yeux vers Derek. Brooke, si tu me laissais juste... Tu m'as dit que tu avais conclu un accord de 4 millions de dollars le mois dernier. Il y a un contexte à tout cela. Tu m'as dit qu'un contrat de mariage était une insulte à notre amour. Sa voix se brisa sur le dernier mot, non pas de tristesse, mais du son de quelque chose qu'elle avait cru se brisant contre quelque chose qui était vrai. Les murmures se propageaient maintenant. Les invités des tables proches avaient entendu chaque mot. Ceux plus éloignés se penchaient, chuchotaient, se passaient des fragments d'informations le long des rangées, comme un courant traversant l'eau. Ethan brandit son téléphone. La table la plus proche, les amis de Judith, des donateurs, des femmes de country club en Chanel, se penchèrent. Son écran montrait clairement les captures d'écran. V en haut. Horodatage. Aperçu des messages. J'ai hâte que ce cirque soit terminé. 3 ans maximum, n'est-ce pas? Le téléphone passa de main en main. Je regardais une femme nommée Margaret, l'une des plus vieilles amies de Judith, tenir l'écran à bout de bras, le lire et porter sa main à sa bouche. « Oh mon Dieu !» dit-elle, assez fort pour que 3 tables l'entendent. Les messages sont réels. Todd, le témoin de Derek, fit un pas en arrière, puis un autre. Il se distancia physiquement de l'homme
à côté duquel il s'était tenu à l'hôtel 30 minutes plus tôt. Derek attrapa le bras de Brooke. « Nous devons en parler en privé. » Brooke se dégagea avec une force qui fit tressaillir les invités les plus proches. « Ne me touche pas. » Sa voix était encore empreinte de chagrin. « N'ose pas me toucher. » Ce qui se passa ensuite était un cas d'école, et je le dis littéralement. Rachel me l'avait un jour décrit autour d'un café. Nié, attaqué, inversé, victime et agresseur. Derek appliqua la stratégie en temps réel. Il se tourna vers la foule, les bras écartés, la voix adressée à la salle. « Allez-vous vraiment laisser une femme amère et son enfant gâcher ce beau jour ?» Il me désigna du doigt. « Elle a essayé de saboter ce mariage depuis le premier jour. Demandez à Judith. Elle vous le dira. » Judith ouvrit la bouche. Pendant 34 ans, ma mère n'avait jamais manqué de prendre son parti dans n'importe quelle dispute si cela signifiait me maintenir à ma place. Mais Brooke la devança. « Maman, arrête. » 2 mots, et Judith referma la bouche. Derek pivota vers Ethan. « Tu as fouillé dans mon téléphone. C'est une violation de ma vie privée. Tu n'en avais pas le droit. » Une voix provenant de la 4e table traversa la salle de bal. Un homme d'une 60aine d'années, des cheveux argentés, des lunettes de lecture remontées sur son front. L'oncle de Brooke, Martin, avocat de profession. Le contenu de ces messages est plus pertinent que la manière dont ils ont été obtenus. « Jeune homme », la voix de Martin avait l'autorité calme de quelqu'un qui avait passé 40 ans dans les salles d'audience. « Je m'assiérais si j'étais toi, Derek. » Derek ne s'assit pas. Le masque ne tomba pas seulement. Il vola en éclats. Sa mâchoire se serra. Sa posture passa du charme à quelque chose de piégé et de sauvage. Il se tourna vers moi. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Je te poursuivrai en justice pour diffamation. Je le ferai pour ce que j'ai dit, des documents publics. » Il me fixa. Je le fixai en retour, et je réalisais quelque chose que j'aurais dû savoir la première fois qu'il avait balayé le salon de ma mère, du regard comme un expert. Derek Mercer n'avait jamais été défié par quelqu'un qui n'avait pas peur de lui. Il ne savait pas quoi en faire. Ce qui se passa ensuite changea ma relation avec ma sœur, ma mère et mon fils, de manière permanente. Avec ma sœur, ma mère et mon fils, de manière permanente. Avant de terminer cette histoire, je veux vous poser une vraie question. Si votre propre famille avait passé des années à vous dire que vous étiez insignifiant et qu'un seul instant prouvait qu'ils avaient tous tort, leur pardonneriez-vous? Brooke s'avança vers le microphone. Ce n'était pas la démarche assurée qu'elle avait eue en descendant l'allée. C'était plus lent, plus lourd. La démarche d'une femme portant le poids de ce qu'elle venait d'apprendre et les décombres de ce qu'elle venait de perdre. 200 personnes la regardaient dans un silence complet. Elle saisit le pied du micro d'une main et parla clairement. Le certificat de mariage n'a pas encore été signé. Elle se tourna vers l'officiant, le révérend Collins, qui se tenait près du couloir de service, avec une expression partagée entre le calme professionnel et l'horreur personnelle. « Révérend Collins, je vous prie de ne pas déposer ces documents. » Il hocha la tête une fois. Brooke se tourna vers Derek. Tout ce qui restait du conte de fées, la bague Tiffany, le domaine Lockwood, les 200 invités et le gâteau à 12 étages, elle le laissa s'envoler en 6 mots. « C'est fini, Derek. Brooke, tu es émotive. » Sa voix avait le calme tendu d'un homme voyant sa stratégie de sortie s'effondrer en temps réel. « Allons parler quelque part. » J'ai dit « C'est fini. » Elle prit une inspiration. « Et le contrat de la salle est à ton nom, Derek. Tu as insisté là-dessus, n'est-ce pas? Le dépôt de 85 000 $. C'est ton problème maintenant. » Je vis la réalisation traverser son visage. Cela commença par ses yeux, un élargissement, une nouvelle évaluation, et descendit jusqu'à ses mains, qu'il serra sur ses côtés. Il avait signé le contrat de la salle. Il avait insisté là-dessus. « Laisse-moi m'en occuper. Un homme s'occupe de ces choses. » Tels furent ces mots exacts, cités par Brooke il y a 3 mois. Le contrat du domaine Lockwood était non remboursable.
$85 000 liés au nom légal, Derek Temercer. L'argent de Judith l'avait payé, mais la signature de Derek l'avait réclamé. Et maintenant, c'était son encre. Derek chercha un allié. Ses yeux balayèrent la pièce de la même manière qu'ils avaient balayé le salon de ma mère la première fois, calculant, mesurant, cherchant un levier. Todd était parti. Il s'était éclipsé par la terrasse du jardin pendant le discours d'Ethan. Les autres garçons d'honneur étudiaient leurs chaussures, leurs serviettes, la nappe, tout ce qui n'était pas Derek. Il se tourna vers Judith. Ma mère se tenait près de la table d'honneur, son verre de champagne toujours à la main, parfaitement immobile. Pour la première fois de ma vie, je vis Judith Henderson n'avoir absolument rien à dire. Derek attendit. Judith ne dit rien. « Vous allez tous le regretter, » dit-il. Sa voix était mince maintenant, dépouillée de son éclat Brunello Cucinelli. Il me désigna du doigt, puis Ethan, puis la pièce. Personne ne répondit. 200 personnes. Pas un mot. Il se retourna et marcha vers la sortie. Le son était la chose la plus forte dans la pièce. Des chaussures de ville sur le parquet, chaque pas résonnant à travers une salle de bal conçue pour la musique, les toasts et les applaudissements. Il ne regarda pas en arrière. Les doubles portes s'ouvrirent. Un rectangle de lumière du soir tomba sur le sol. Puis, les portes se refermèrent et il disparut. Personne ne le suivit. Ni ses garçons d'honneur, ni ses invités, ni la femme qui avait descendu l'allée vers lui moins d'une heure auparavant. 200 personnes regardèrent Derek Mercer partir, et pas une seule d'entre elles ne bougea. Je restai debout, ma main toujours sur l'épaule d'Ethan. Le dossier était sur le pupitre, les pages ouvertes visibles. De l'autre côté de la salle, Brooke me regardait, non pas la porte par laquelle Derek était parti, non pas le certificat non signé sur la table du révérend Collins, mais moi. Et dans ses yeux, je vis quelque chose que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis très longtemps. Elle me voyait. La salle de bal flottait dans cet espace incertain entre l'événement et ses conséquences. Les invités murmuraient entre eux, ne sachant s'ils devaient rester ou partir. Le personnel de service restait figé près des portes de la cuisine, les plateaux de champagne intacts. Judith n'avait pas bougé. Elle se tenait toujours près de la table d'honneur, son verre de champagne serré comme un talisman. Quand elle parla enfin, ses mots m'étaient destinés. « Es-tu heureuse maintenant ?» Sa voix était basse, mais elle portait. « Tu as gâché le mariage de ta sœur. » Je rencontrai son regard. « Maman, je n'ai rien gâché. C'est Derek qui l'a fait. Si tu ne t'étais pas donné en spectacle. » Fiona ne s'est pas donnée en spectacle. La voix de Brooke vint de derrière Judith, assez perçante pour couper le verre. Elle m'a sauvée. Tu comprends ça? Judith se tourna pour faire face à sa fille cadette. Je la regardais chercher le texte, la réponse préparée, la déviation habituelle qu'elle avait toujours sous la main. Pour la première fois, le prompteur était vide. « Et les choses que tu as dites à son sujet ce soir ?» continua Brooke. « Mannequin de seconde zone avec une étiquette rayée. Tu as dit ça devant 200 personnes, à propos de ta propre fille. » Les lèvres de Judith s'entr'ouvrirent. Rien n'en sortit. « C'est ce que tu es, maman. » La voix de Brooke se brisa, mais elle se ressaisit. Ce n'est pas ce qu'est Fiona. Quelque chose changea sur le visage de Judith. Pas de la contrition. Pas encore. C'était plus proche de l'expression d'une femme qui avait passé des décennies à construire une scène et qui venait de la voir s'effondrer sous ses pieds. Sa main trembla. Elle posa le verre de champagne sur la table. C'était la première fois de la soirée que ses mains étaient vides. Margaret, sa plus vieille amie, lui prit doucement le bras. « Judith, asseyons-nous. » Judith se laissa guider vers une chaise. Elle s'assit. Elle ne parla plus de la soirée. Et Brooke, ma petite sœur, celle qui avait toujours baissé les yeux sur son téléphone quand la cruauté s'envolait, marcha vers moi. Les invités avaient commencé à se diriger vers les sorties ou à se regrouper au bar, laissant de l'espace à la famille, comme les gens le font lorsqu'ils ont été témoins de quelque chose de trop intime pour une salle publique.
Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Le gâteau restait intact, ses fleurs en sucre captant les dernières lueurs du soir. Brooke s'arrêta devant moi et ne dit pas un mot. Elle tendit simplement les bras et me serra. C'était le premier véritable câlin entre nous depuis des années. Pas le genre performatif, la variété de côté, à un bras, que nous avions perfectionné aux tables de fête de Judith. Celui-ci était complet, serré, son visage pressé contre mon épaule, son voile s'accrochant à ma boucle d'oreille. Elle tremblait. « J'aurais dû t'écouter, dit-elle dans ma clavicule. Il y a 3 mois, tu as essayé de me le dire. Tu n'étais pas prête à l'entendre alors. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. » Elle recula. Du mascara coulait sur ses joues. La fête prénuptiale, le rôle de demoiselle d'honneur, rester assise là pendant que maman te disait ces choses, pendant que Derek... Sa voix se brisa. Je ne l'ai jamais arrêté. Je n'ai arrêté aucun d'eux. Nous allons trouver une solution, dis-je. Pas aujourd'hui, mais nous le ferons. Elle regarda au-delà de moi et vit Ethan debout à quelques pas, les mains dans les poches, clairement incertain s'il devait s'immiscer. Brooke s'avança vers lui et je regardais ma sœur de 29 ans s'agenouiller sur le parquet de la salle de bal dans sa robe de mariée à traîne cathédrale et regarder mon fils dans les yeux. « Merci, Ethan. » Sa voix se raffermit. « Tu es la personne la plus courageuse de cette pièce. » Ethan déplaça son poids. « J'ai juste dit la vérité, tante Brooke. » Elle tendit la main et lui redressa sa cravate, celle qu'il avait nouée lui-même ce matin-là, et quelque chose dans ce geste me bouleversa. Puis, Brooke se leva, détacha la bague Tiffany de son doigt et la posa sur la table. Il peut la récupérer. Elle n'est probablement pas payée non plus. 2 jours après le mariage, Rachel appela pour donner le tableau complet. Le certificat de mariage n'a jamais été signé, dit-elle. Le révérend Collins l'a confirmé par écrit. En ce qui concerne l'État du Connecticut, aucun mariage n'a eu lieu. Brooke n'aura pas besoin d'annulation. Il n'y a rien à annuler. Je laissais cette information s'installer. Rien à annuler. 6 mois de préparation, 200 000 $, 200 invités, et légalement, c'était comme si la journée n'avait jamais eu lieu. Maintenant, concernant le lieu, continua Rachel, j'ai parlé avec le responsable des événements de Lockwood Estates ce matin. Le contrat est au nom de Derek Mercer. Sa signature, sa responsabilité. Le dépôt de 85 000 $ est non remboursable selon la clause d'annulation. Brooke et votre mère n'ont aucune obligation financière. Il a insisté pour le signer lui-même et cette décision est devenue l'autographe le plus cher de sa vie. Le calcul était brutal. Le dépôt du lieu, 85 000 $. Les frais liés au mariage qu'il avait mis sur ses propres cartes de crédit, le dîner de répétition, les smokings des garçons d'honneur, le menu cocktail personnalisé, environ 30 000 $ supplémentaires. Ajoutez cela à sa dette existante de 187 000 $. Et Derek Mercer faisait face à un gouffre d'un peu plus de 300 000 $. Il devra probablement déposer le bilan dans l'année, dit Rachel d'un ton neutre. Il restait un dernier élément, les retombées sur les réseaux sociaux. Plusieurs invités avaient publié depuis la réception des extraits discrets, des réactions choquées, des récits de seconde main. Dans les 48 heures, l'ancien employeur de Derek, Whitfield & Partners, publia un bref communiqué public confirmant qu'il avait été licencié pour fausses déclarations substantielles et qu'il n'était plus affilié au cabinet depuis 4 mois. Et Victoria Lane, la femme derrière les messages en V, avait bloqué Derek sur toutes les plateformes. Des amis communs le confirmèrent. Il avait misé sur le nom des Henderson. Il avait perdu l'argent des Henderson, sa réputation et la femme qu'il entretenait en secret. Judith appela 1 semaine plus tard. Je faillis ne pas répondre. Sa voix était différente. Ce n'était pas la voix qui dominait les dîners et lançait des ultimatums dans le salon. Plus petite, dépouillée du vernis qu'elle appliquait habituellement avant de parler. « Margaret a dit que je devrais appeler, dit-elle. Une longue pause. Elle dit « Je te dois des excuses. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence faire ce que le silence fait. Forcer l'autre personne à le remplir de quelque chose d'honnête.
Les choses que j'ai dites au mariage, continua Judith, et avant le mariage. Et elle s'arrêta, recommença. Pendant des années, Fiona. Les choses que j'ai dites pendant des années. D'accord, j'avais peur. Les mots sortirent craqués, comme si elle les avait répétés et ne parvenait toujours pas à les rendre fluides. Après le départ de ton père, j'étais terrifiée à l'idée que mes filles finissent comme moi, seules. Et quand tu as divorcé, je me suis vue en toi, et je détestais ça. C'était ça. Non pas les excuses elles-mêmes, mais l'architecture derrière la cruauté. Judith ne me punissait pas d'être une mère célibataire. Elle me punissait de lui rappeler qu'elle l'était aussi. Alors tu m'as puni pour ta peur, dis-je. Oui. Une autre pause. Plus longue cette fois. C'est un début, maman, mais il faudra plus qu'un coup de téléphone. Je sais. Tu as passé 30 ans à me faire sentir comme la mauvaise fille. Tu l'as dit devant 200 personnes. Tu en as fait un spectacle. Je sais. Alors, je ne vais pas te dire que tout va bien parce que ce n'est pas le cas. Je comprends. Nous restâmes en silence un moment. Pas un silence confortable. Plutôt comme deux personnes se tenant de chaque côté d'une rivière, conscientes de la distance pour la première fois. J'aimerais essayer, dit Judith. Alors essaie, dis-je. Mais je ne ferai pas la moitié du chemin. Tu as plus de chemin à parcourir. Un mois plus tard, Brooke était déjà une personne différente. Pas une transformation complète. Ça, ce sont des contes de fées. Mais les contours changeaient. Les fondations étaient nouvelles. Elle engagea une avocate, quelqu'un que Rachel avait recommandé, une associée dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille à Stamford, pour auditer chaque compte financier partagé. La découverte fut immédiate. Derek avait ouvert une carte de crédit conjointe à leurs deux noms à l'insu de Brooke. 12 000 $ de dépenses. Restaurant, vêtements, un week-end aux Hamptons auquel Brooke n'avait jamais été invitée. Brooke déposa une contestation et un signalement de fraude auprès de l'émetteur de la carte. Les frais furent annulés dans les 3 semaines. Le compte fut clôturé et le nom de Derek fut signalé dans le système. Elle vendit la bague Tiffany, 14 000 $. Elle utilisa l'argent pour verser un acompte sur un appartement d'une chambre à Norwalk, son premier logement qui n'avait pas été choisi par Judith, ni meublé par Derek. Petit, propre, une cuisine en couloir, une fenêtre donnant sur une cour avec un chêne solitaire et tenace. Elle commença une thérapie, 2 fois par semaine au début, puis 1 fois. Le genre de travail silencieux et difficile qui ne fait pas de bons récits, mais qui mène à une vie meilleure. Elle m'appela un mercredi soir, à la mi-octobre, sa voix plus claire que je ne l'avais entendue depuis des années. « Tu avais raison sur tout, dit-elle, et j'avais tort sur tant de choses, y compris toi. Tu n'avais pas tort de vouloir l'amour, Brooke. Tu avais tort quant à savoir qui méritait ta confiance. » Une pause. J'ai maintenant une photo de nous sur ma bibliothèque, de quand j'avais 6 ans et toi 11. Nous étions à cette maison au bord du lac dans le Vermont. Je m'en souviens. C'est la seule photo dans l'appartement pour l'instant. Ma petite sœur avait vendu une bague d'une valeur de 14 000 $ et avait dit que c'était le meilleur échange qu'elle ait jamais fait. Je la crus. Le courriel arriva un mardi de novembre, d'une femme que je n'avais jamais rencontrée. « Chère Fiona, mon nom est Sarah Donovan. J'ai 28 ans et je suis une mère célibataire d'une fille de 3 ans. Je vous écris parce que j'ai vu la vidéo du mariage de votre sœur. Une amie a partagé un extrait posté par l'un des invités. J'ai immédiatement reconnu Derek Mercer. » Je lus le reste, debout devant mon comptoir de cuisine, mon café refroidissant dans ma main. Sarah avait fréquenté Derek 2 ans avant qu'il ne rencontre Brooke. Le même scénario. Entrée charmante, engagement rapide, enchevêtrement financier. Il avait emménagé dans son appartement en 4 mois, avait accumulé 8 000 $ de dettes sur ses cartes de crédit et avait disparu lorsqu'elle avait commencé à poser des questions sur ses revenus. « Je me suis blâmée pendant 2 ans, écrivit Sarah. Je pensais que j'étais naïve. Je pensais que j'étais stupide. Puis j'ai vu votre fils se lever devant 200 personnes
et dire ce que j'avais été trop effrayée de dire à quiconque. Elle avait déposé une plainte auprès du département de la protection des consommateurs du Connecticut, créant une trace écrite qui incluait désormais le nom de Derek, son modus operandi et un historique documenté de fausses déclarations financières à travers de multiples relations. J'ai transmis le courriel à Rachel, qui a mis en copie conforme l'avocat en charge de l'affaire de fraude de Brooke. Ce soir-là, j'ai montré le courriel à Ethan. Il le lut à la table de la cuisine, la même table où il m'avait parlé pour la première fois des messages sur le téléphone de Derek. « Elle a dit que je l'avais aidée, dit-il doucement. « Tu l'as aidée ? Je ne savais même pas qu'elle existait. »« C'est généralement comme ça que ça marche, dis-je. Tu dis la vérité pour une personne et cela atteint quelqu'un que tu n'attendais pas. » Il posa son téléphone et me regarda avec une expression qui était à moitié enfant de 12 ans et à moitié quelque chose de bien plus mûr. « J'ai juste dit la vérité, maman. »« C'est exactement ça, Ethan. C'est exactement ça. » 3 mois après le mariage qui n'avait pas eu lieu, je me suis assise en face d'un fondateur de start-up dans un café de West Hartford et j'ai signé un contrat de branding d'une valeur supérieure à tout projet individuel que j'avais réalisé en 10 ans de travail en freelance. Il avait été à la table numéro 9 du mariage. Il m'a dit par la suite qu'il ne se souvenait ni du gâteau, ni des fleurs, ni du lieu. Ce dont il se souvenait, c'était de la femme qui s'était tenue au pupitre avec un rapport de 12 pages et une voix posée, et qui avait démasqué un escroc sans élever la voix. « C'est le genre de clarté que je veux pour ma marque, » dit-il. J'ai ri. C'était la première fois que le mariage me faisait rire, et j'ai signé l'accord. En décembre, ma liste de clients avait augmenté de 3. Toutes des références de cette nuit-là. Mes revenus avaient augmenté de 40% et, pour la première fois, le mot « stable » s'appliquait à plus que ma simple obstination. Ethan était épanoui. Il avait lancé un club de codage à l'école et construisait une application qui suivait la disponibilité des livres de bibliothèque en temps réel. Un projet qui n'avait absolument aucun sens commercial et qui me rendait plus fière que tout ce que j'avais jamais conçu. Brooke et moi dînions ensemble tous les jeudis. Nous étions prudentes l'une avec l'autre, comme on l'est avec quelque chose qui s'est brisé et qu'on recolle. Nous ne prétendions pas que les 10 dernières années n'avaient pas eu lieu. Nous ne nous précipitions pas vers une fausse réconciliation. Nous nous présentions simplement tous les jeudis et essayions d'être honnêtes. J'avais passé 34 ans à croire que j'étais celle qui était abîmée, l'étiquette rayée, le modèle en promotion, la mauvaise fille à la mauvaise table. Mais la vérité est que j'étais la seule personne de cette famille qui n'était pas à vendre. Et quand l'addition fut finalement présentée, j'étais la seule à pouvoir la payer. Judith commença une thérapie en novembre. La suggestion de Brooke, ma condition. Elle ne se transforma pas du jour au lendemain. Je tiens à être claire à ce sujet, car ce n'est pas une de ces histoires où le méchant voit la lumière, tout le monde s'embrasse et le générique défile. Judith était toujours Judith. Elle se souciait toujours des apparences. Elle disait toujours des choses qui tombaient à côté. Elle arrangeait toujours les bougies diptyques avant que quiconque n'arrive. Mais de petites choses changèrent, des choses discrètes. Elle publia une photo sur Facebook début décembre. Les 2 filles côte à côte, d'un dîner de Thanksgiving, auquel elle m'avait réellement invitée. La légende disait « Mes filles », toutes les 2. 3 mots. Insignifiants pour quiconque les faisait défiler, mais je les ai vues. J'ai enregistré la capture d'écran et je suis restée avec elle pendant longtemps. Elle m'appela la semaine précédant Thanksgiving, non pas avec un ordre, mais avec une question. « Est-ce que toi et Ethan aimeriez venir pour Thanksgiving? Je prépare ta recette de patates douces, celle avec les pacanes. » Elle se souvenait de ma recette. En 34 ans de Thanksgivings, elle n'avait jamais rien fait de moi. « Nous serons là, » dis-je. Et nous y étions. Le dîner fut gênant par moments. Judith se corrigea 2 fois en plein milieu d'une phrase, de vieilles habitudes refaisant surface et étant rattrapées avant qu'elle ne fasse mouche. Brooke me lança un regard par-dessus la table à chaque fois, à la fois amusée et soulagée. Après le dîner, je traversai le couloir menant à la salle de bain
et m'arrêtait. Sur l'étagère, la même étagère qui n'avait contenu que les photos de Brooke, aussi loin que je me souvienne, il y avait un portrait scolaire encadré d'Ethan, juste à côté de la photo de fiançailles de Brooke que Judith avait discrètement remplacée par un cliché spontané de Brooke dans son nouvel appartement, souriant dans une tasse de café. Ma mère ne devint pas une personne différente, mais elle cessa de faire comme si j'étais invisible. Et certains jours, c'était suffisant. C'était un vendredi soir de janvier. Froid dehors, chaud dedans. Ethan et moi étions sur le canapé avec un bol de pop-corn au micro-ondes entre nous, à moitié en train de regarder un documentaire sur les créatures des grands fonds marins qu'il avait choisis et que je faisais semblant de comprendre. « Maman, dit-il, les yeux toujours rivés sur l'écran. Est-ce que tu aurais aimé que je ne monte pas au micro ?» Je coupais le son de la télévision. « Chaque jour, dis-je. » Il se tourna pour me regarder, surpris. Je pouvais le voir recalculer. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait. « Parce que tu n'aurais pas dû avoir à le faire, Ethan. Un enfant de 12 ans ne devrait pas avoir à protéger sa mère de sa propre famille. Ce n'était pas ton travail. Ce n'était jamais censé être ton travail. » Il resta silencieux un instant. Les créatures des grands fonds marins dérivaient silencieusement sur l'écran. « Mais je suis fière de toi, dis-je. Pas parce que tu as dénoncé Derek, mais parce que tu as défendu ce qui était juste. » Alors que chaque adulte dans cette pièce avait choisi le confort plutôt que la vérité, il grattait le bord du bol de pop-corn. « Je ne l'ai pas fait pour la vérité, maman. »« Alors pourquoi ?» Il me regarda comme il le faisait parfois, direct, sans ciller, avec cette gravité d'un enfant de 12 ans qui surprenait ceux qui s'attendaient à un simple gamin. « Parce que personne n'a le droit de parler de toi comme ça. Jamais. » Je le serrai contre moi. Il me laissa le serrer pendant 10 secondes complètes avant de se tortiller pour s'échapper, ce qui, pour un garçon de 12 ans, équivalait à une ovation debout. Nous restâmes assis là, dans le silence. Les guirlandes lumineuses qu'il avait accrochées le long de l'étagère à Noël dernier brillaient d'une lueur ambrée contre le mur. Mes œuvres d'art, les pièces que j'avais conçues, celles dont j'étais fière, étaient accrochées dans des cadres que j'avais choisis. 2 tasses de chocolat chaud refroidissaient sur la table basse. Rien dans cet appartement n'était un luxe, mais tout ce qu'il contenait était à nous. Chaque mètre carré, chaque choix, chaque lampe, chaque tasse, chaque vérité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté, vraiment écouté, alors peut-être vous reconnaissez-vous quelque part dans cette histoire. Peut-être êtes-vous celui ou celle qui est assis à la table 12. Celui ou celle dont la famille vous donne l'impression d'être une étiquette rayée. Celui ou celle à qui les personnes qui devraient vous aimer le plus ont répété maintes et maintes fois que vous n'êtes pas assez réussi, pas assez joli, pas assez marié, pas assez. Je veux que vous entendiez ceci. Votre valeur n'est pas déterminée par la personne assise à côté de vous, ni par celle qui ne l'est pas. Elle n'est pas mesurée par un titre de poste, une bague ou un code postal. Et les personnes les plus bruyantes dans la pièce, celles qui rient le plus fort, qui pointent du doigt le plus vite, qui classent tout le monde sur une échelle qu'elles ont inventée, ce ne sont presque jamais celles qui comptent. Parfois, la personne qui vous voit le plus clairement est la plus petite personne dans la pièce. Parfois, c'est un garçon de 12 ans en costume de chez Macy's, avec un téléphone rempli de captures d'écran et un cœur rempli de quelque chose dont la plupart des adultes ont oublié le nom. Ils m'ont traité de mère célibataire pathétique. Ma mère m'a traité de modèle à prix réduit avec une étiquette rayée. 200 personnes ont ri, et mon fils a traversé chacune d'elles pour dire ce qui devait être dit. Je m'appelle Fiona Henderson. J'ai 34 ans. Je suis graphiste, mère, et la personne la plus fière qui ait jamais été assise à la table 12. La table 12, la table pour les personnes qu'ils auraient préféré ne pas voir venir. Il s'est avéré qu'elle offrait la meilleure vue de la salle. C'est mon histoire. Votre étiquette ne vous définit pas. Ce sont vos choix.
Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire, ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.